人類はどんどん進化し、l'humain sans cesse s'améliore。人々は7身の人間から細胞化した近未来。Ils s'écartent de la nature pour devenir un robot。12fps へようこそ。今日はゴースト・イン・シェルについてお話をしましょう。Vous êtes bien dans 12fps et aujourd'hui on vous parle de Ghost in the Shell。Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Laurie, je suis content. Et ton grain. Efficace la potion! Y met-toi dedans! La rivière Coaco. On connaît bien, hein? On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12fps, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Ghost in the Shell, film d'animation traditionnel de 1995 réalisé par Mamoru Oshii, à qui l'on doit également la suite Ghost in the Shell 2 Innocence. Au doublage en VF, nous avons Tanya Torrance, qui est la doubleuse de Sigourney Weaver, Daniel Beretta, qu'on a entendu dans les jeux vidéo Splinter Cell qui double Sam Fisher, et Pascal Renwick, qu'on a entendu, nous, dans Les 4 dinosaures, qui doublait le Tyrannosaure. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, comme d'habitude, Robin. Bonjour. Ça va? Mais attends, il s'appelle Beretta? Oui, il joue dans Splinter Cell? Oui, c'est Pistolet, incroyable. c'est drôle. C'est génial. Pardon. Olivier qui nous revient parmi nous. Ohayou gozaimasu. Ça va? Ça va bien. Et Sacha, bonjour. Ah bah j'ai bien fait de pas dire bonjour en japonais parce qu'en fait je savais pas le dire, j'aurais passé pour un con. Et on a passé pour un con. Et d'ailleurs, on remercie Mariko pour notre introduction d'aujourd'hui. Merci Mariko. Exactement, merci Mariko. Arigato gozaimasu. Avant de parler du film, on a un erratum. Attends, il faut pas que je m'écoute? Je suis bourré. On cherchait le nom du pédo-friend dans James et la pêche géante. Oui. C'est Pete Postlethwaite. J'espère que j'écorche pas son nom de cet acteur. Tu nous le refais? Ah c'est le nom du acteur. Pete Postlethwaite. Honnêtement, regarde comment c'est écrit là. Pete Postlethwaite. Voilà. Pardon monsieur. Potter. Donc voilà, c'était son nom à cet acteur qui est aussi le narrateur dans James et la pêche géante. On cherchait l'acteur dans Les Dents de la Mer, et le personnage c'est Hooper, et l'acteur c'est Richard Dreyfuss, bien évidemment, acteur récurrent des films de Spielberg dans les années Il est 80. responsable de la fameuse affaire de Dreyfus. Aucun rapport. Il m'a fait cette blague à l'écrit, j'étais là, je suis pas On est sûr. très fatigué Et aujourd'hui. il l'a quand même fait. Il l'a quand même fait. Et c'était On ne vit que deux fois, et pas On ne meurt que deux fois, c'était mon erreur, le James Bond écrit par oui. Ah, ok. Roald Dahl. Dahl. Voilà, c'est tout. Mais il y a beaucoup d'erratums. Résumé du film, ce sera Olivier. Oh non. Sans non. transition. Non, je suis trop Allez, fatigué. J'en ai rien à foutre. Oh, putain. Fallait pas revenir. Alors on suit la major, une major du gouvernement qui est une cyborg qui va enquêter sur des magouilles intersections, comme ils appellent, la section 9 et la section 6, ministérielle du gouvernement, reliées à des affaires cybernétiques dans une ville futuristique cyberpunk. Futuristique. Futuriste, oui. Futuristique aussi. Oh là là. En anglais, Une ville oui. Futurama. Une ville Futurama. C'est ça. Alors, à sa défense, c'est pas facile non plus à résumer. Moi, Ouais, j'ai écrit un résumé pour mon point après. Oh, c'est Ça- facile à Vas-y, résumer. donne-nous ton résumé. Ça se passe en 2029, dans un futur Merci. cyberpunk où Internet dirige l'univers. Les intelligences artificielles sont plus fortes que l'intelligence humaine. On Ouais. retrouve Motoko, qui est chargé d'arrêter les cybercriminels. Et là, il s'agit du Puppet Master. En Ok, gros, Ok. simplement... J'étais pas du tout Pas prêt. mal. hein. Ouais, c'était à peu près ça. Attends, il y a plus simple, hein, Oui. c'est les gentils, ils enquêtent sur les piratages des méchants et puis à la fin c'est plus compliqué que ça. Et il y a Ah, des voilà. robots. Bref, c'est compliqué. Votre avis sur le film? Et c'est bien ou pas? Parce que moi j'ai entendu que c'était mou du cul. Ah ouais, d'accord, on a un jingle Charlotte maintenant. J'avais prévenu Oui, c'est qu'on vrai. allait avoir le jingle On a Charlotte. jingle Charlotte. Est-ce qu'on pourrait repasser sur l'autre pour le prochain épisode? Oui, oui. Merci. Sacha, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ah oui, c'est vrai qu'on fait ça dans ce podcast, j'étais Oui. pas du tout prêt avant qu'on lance les micros. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est la deuxième fois que je le voyais. La première fois, j'avais pas tout compris, mais j'avais énormément apprécié l'ambiance, la direction artistique, l'écriture et les personnages, mais j'avais vraiment pas compris le fond du... J'étais en mode, waouh, j'ai rien compris. Et là, je l'ai revu pour la deuxième fois, et j'ai tout compris l'histoire, et donc je l'aime encore plus, parce que c'est des réflexions philosophiques de science-fiction que j'adore, de à quel moment on dit que quelqu'un est vivant ou humain, et à quel moment quelqu'un est plus humain. Et du coup, j'aime beaucoup ce film encore plus, je suis très content de l'avoir revu. Merci. Robin? Bon, déjà, je pense pas que je vais redire. Je vais quand même redire plein de trucs que je pense qu'ils vont être redits autour de cette table. C'est un chef-d'œuvre d'animation, Ah, c'est ça le mot que je cherchais, un chef-d'œuvre. bien plus profond qu'il n'y paraît. Ça date de 95 et c'est vraiment super visionnaire, mais ça glace le sang aussi en fait, parce que on voit
que ça date de 95 et que petit à petit, on se dirige vers là et on n'a pas envie d'y aller. Et moi, je l'avais découvert grâce à mon frère quand j'avais 13 ans. Ma culture lui doit beaucoup. Franchement, littéralement, pour moi, ça a été un pet de cerveau. Je me souviens que je suis resté cloué à mon fauteuil après l'avoir vu. J'avais rien compris de ce que je venais de voir, mais j'ai trouvé ça exceptionnellement. Enfin, j'avais compris des trucs, mais c'est clair que la profondeur du sujet, je ne l'avais pas intégré. Et c'était comme un peu Orange Mécanique pour moi. J'étais vraiment juste resté cloué. Je fais, ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai bien aimé ce qui vient de se passer. Et donc, nouveau visionnage pour le podcast. Bon, déjà, je suis plus grand, j'ai plus d'expérience, j'ai eu des cours de philo qui sont passés entre-temps. Donc là, pareil que Sacha, une meilleure compréhension plus globale de tout ce qui se passe. Et comme je disais, malheureusement, petit à petit, on s'approche un petit peu de ce futur qu'on n'a pas envie de voir. Moi, je veux bien pouvoir me rendre invisible comme ils arrivent à le faire. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir un corps complètement robotique et juste pas une forcément partie complètement humaine, robotique, mais enfin voilà. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. C'est juste que voilà, c'est la compréhension et tout ce que ça véhicule, c'est super important de le voir en fait. Si vous faites de l'animation, voyez-le parce que c'est important. Ah oui, en plus, oui. Exactement. Olivier. Moi, je vais un peu répéter ce que Sacha a dit parce que pareil, comme lui, je l'ai vu il y a très longtemps une première fois et rien pigé à l'époque. Et là, oui. Et là, en effet, c'est quand même assez dingue toutes les thématiques qui sont abordées. Et puis, oui, aussi le fait qu'à l'époque, j'étais pas aussi versé dans la science-fiction. Ça aide quand même vachement d'avoir une certaine connaissance de tout ça, de ce que ça représente et de ce qu'ils veulent montrer avec ça. Tu dirais qu'à l'époque, tu étais plus versé dans la potion magique ? Oui, exactement. J'étais même tombé dedans. Ou dans la bibine. C'est pareil. C'est ça, mais ouais, du coup, très très bon film, très contemplatif aussi quand même. Par moment, faut pas être s'attendre à de l'action constante. Disons que c'est lent, mais en fait, c'est aussi l'époque. Les films des années 90, ils sont plus lents que maintenant. Je sais pas, parce qu'il y a d'autres films, pareil, d'animation japonaise qui datent. Bon, on va en parler plus tard, mais genre Akira, quand même un peu plus de punch tout au long du film. De ce que perso, j'apporterais une nuance en disant qu'il est contemplatif, mais qu'il est bien rythmé malgré tout. C'est pas contemplatif tout du long, t'as juste des passages contemplatifs qui arrivent au bon moment. Et après, il y a énormément de... super long et chiant. Ça aurait pu être beaucoup plus long et chiant. Après, il faut aussi s'attendre, en effet, comme on disait, à tout un tas de réflexions philosophiques qui peuvent prendre du temps. Il faut du vécu, en fait. Il faut du vécu, il faut se poser des questions et tout ça. Après, c'est contemplatif aussi, à la manière d'un manga, où je me souviens de ce plan, quand il monte dans l'ascenseur, l'économie, où c'est juste 2 dessins, et il parle, il y a un dialogue super long, et puis je le regardais, je fais... Donc là, en fait, ils font juste bouger un petit peu la mâchoire. Alors, non, mais le pire, c'est... j'ai adoré l'animation dans le film, mais je me suis rendu compte qu'il y a des moments où ils sont vraiment pas foulés. Beaucoup d'économie. Il y a un plan fixe où le Major fait un monologue de face, de proche, on le voit, et c'est quasiment fixe, il y a juste le background qui fait un petit travelling, et puis non, sa bouche, elle fait juste un haut bas pendant tout le long, pendant 2 minutes, et il n'y a pas de phonème ni rien dans l'animation, c'est assez moche quand même. Ouais, c'est vrai. Et toi, Jean, c'est quoi ton avis sur le film ? Je suis le seul à l'avoir jamais vu avant, en fait. J'ai été un peu comme quelqu'un qui verrait Harry Potter 6, le film, sans avoir vu les autres films et sans avoir lu le livre. Tu vois ? C'est-à-dire que j'étais là, complètement perdu. Déjà, au bout de 10 minutes ou 15 minutes, j'étais là. Ok, d'accord, mais c'est quoi un ghost ? Ouais, ils expliquent pas grand-chose. Ils expliquent rien. Du coup, je me suis demandé si l'œuvre originale et tout, c'était mieux expliqué. Je me suis dit, un peu d'exposition en plus, il y en a un peu, et elle est bien amenée d'ailleurs. Ça aurait été cool, parce que à la fin, j'étais là. Alors, en cherchant un peu les influences de tout, j'ai compris ce que ça voulait dire, parce que, comme Olivier, moi, je me suis mis récemment à la littérature de science-fiction. Et du coup, t'as tout le côté Blade Runner et tout, on en parlera plus tard. Mais cela dit, j'ai passé un bon moment parce que c'est super beau. Mais genre de A à Z, c'est méga beau. Le truc qui date de 95, c'est incroyable. Bon, après, je crois que j'ai vu une version remaster. L'anime est super belle, toutes les phases de combat et tout. Mais ce qui change, c'est trop beau. Ce qui change dans la version remaster, parce qu'à l'époque, je l'avais pas vu remaster. Le remaster, il date de 2000... À l'époque. Il date de 2006 ou 2005, je sais plus. Et en fait, ils ont rajouté des moments de 3D un peu dégueux qu'il n'y avait pas quand moi je l'avais vu la première fois. Et ça m'a un peu surpris. La HD, quoi, là, parce que... Oui, aussi. C'est ce qui aide. Puis il y a plein de trucs de symboliques dedans que j'ai trouvé vraiment cool. Il y a plein d'idées de mise en scène qui sont très cool. Moi, je l'ai vu en VF, les doublages français sont excellents. Je l'ai vu en anglais, c'est une catastrophe. Japonais. Ouais, un japonais. En français aussi. Ouais. Mais ouais, en VF c'est bien. Puis voilà, mais j'ai pas passé un moment incroyable parce que vraiment je suis resté sur ma faim en mode, j'ai l'impression qu'on m'a. Il y a quelques années, j'avais vu le film One Piece, un des films One Piece, je sais pas s'il y en a beaucoup, et n'ayant jamais lu le manga ou jamais regardé un seul épisode de l'anime, c'est compliqué. Hein. Mais j'étais là.
ça a l'air chouette. Hein. Surtout que si c'est un film adapté d'une série déjà en cours, en général, ça va être en plein milieu de la série. Ça. Et ça m'a fait un peu le même effet. J'avais vu l'adaptation live action de 2017, je crois, avec Scarlett Johansson. Oh là là, ouais. Et moi, j'avoue que j'ai complètement oublié ce film. Et du coup, en fait, ça, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même film, sauf que tu comprends rien non plus. Mais et puis en plus, c'est Hollywood derrière, donc c'est quand même. Ils ont facilité. Ils ont pris des facilités scénaristiques dans le tas qui marchent pas aussi bien. Mais du coup, t'as pas de scénario dans ce film, en fait, dans celui-là. Et je me rappelle qu'il y avait des beaux plans, c'est tout. Et j'étais là, ok. Il y avait des beaux effets spéciaux. En fait, en voyant l'original, tu t'oublies les plans de 2017 pour te reconcentrer sur ceux-là qui sont bien mieux foutus, en fait. Alors, pour l'anecdote, quand ils ont sorti le Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson de 2017, c'est ça? Oui. Je m'étais dit, j'ai envie de voir le film original quand même avant d'aller voir le remake parce que c'est bien pour faire les bonnes comparaisons. 2017 le remake, ouais. Du coup, un soir, j'ai vu le Ghost in the Shell en 2D et le soir d'après, je suis allé le voir au cinéma, celui avec Scarlett Johansson. Et faut pas le faire dans ce sens-là. Faut vraiment pas le faire dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'était pas mal. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ok, tout de suite, on peut passer au coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Et on commence avec Robin. Oui, alors mon extrait, il va pas être extrêmement radiophonique, je m'en excuse. En fait, ça va plutôt être de la musique, parce qu'il s'agit... On aime la musique. Oui, mais il s'agit en fait du générique d'intro. Et en fait, j'adore la mise en scène. Donc, tout le générique d'intro, c'est là qu'on voit la création d'un robot. Il faut dire cyborg. Le cyborg, excuse-moi. Qu'on voit la création d'un cyborg et donc on voit le corps qui plonge dans un liquide et qui se décroche, qui ouvre la mâchoire, qui met des claps dans son cerveau et tout ça. Et en fait, moi, j'ai pris cet extrait, pas parce que voilà, il m'a choqué à ce moment-là, mais c'est qu'à l'époque, quand je l'ai regardé, quand j'avais 13 ans, j'avais la mâchoire décrochée parce que la musique est trop bien. La musique, je l'adore. Et toute la mise en scène, et c'est super lent, et ça raconte, et tu vois toute la création du robot, et c'est super beau. Et j'étais juste, ok, donc je me lance là-dedans, je regarde ça là, waouh, c'est trop bien, quoi. Donc, j'ai repris la séquence qui m'avait marqué, où quand on me dit Ghost in the Shell, c'est vraiment ce premier truc qui me vient en tête, c'est cette séquence de générique avec le robot qui se crée et tout, parce que c'est vraiment le truc qui m'a marqué quand je le regardais à l'époque. Voilà. La musique, je sais pas si vous savez, mais c'est un mélange de plein de trucs, en fait. C'est du chant traditionnel de mariage japonais, chanté par des chanteurs de traditionnels japonais, mais avec sur des notes de chant bulgare. Oui, d'accord. Je sais pas où le gars a été chercher ça, mais ça marche trop bien. Trop bien la musique. Et je crois que le texte de la chanson, c'est un chant pour éloigner les mauvais esprits. Ouais, un truc comme ça. On a trouvé la et du coup, je trouve que ça marche trop bien. Du coup, avec la création du cyborg, ça colle super bien. Et la musique est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Trop belle. Ouais. Moi, je vais pleurer, je préviens. C'est parti. Alors ça se passe en 2029, mais il y a quand même un mec qui tape à la machine. Oui. C'est quand même génial. C'est le futur de l'époque, le futur du passé. C'est ça, c'est drôle quand tu vois les visions du futur qu'il y avait. Ce qui est intéressant aussi dans ce passage, je trouve, c'est qu'on voit une sorte de scanner du cerveau qui est là pour donc créer le ghost, qui sera donc dans la coquille. Ouais, et je crois que c'est là qu'ils ont rajouté des passages en 3D pas mal aussi. Oui, c'est possible. Mais déjà à l'époque, ça devait être de la 3D, mais sauf que avec la qualité, ça passe. Rendu un peu wireframe, ce genre de truc qu'ils ont rajouté. Effectivement. Olivier. Alors moi, mon passage, c'est après la poursuite d'un suspect à travers un marché, il y a la bataille dans l'eau. Enfin, c'est pas vraiment... Ouais. Une flaque, une grande flaque. C'est ça. Le miroir d'eau à Bordeaux. C'est ça, le miroir d'eau, on va dire. Et c'est exactement ça. C'est vrai que ça se passe à Bordeaux, Ghost in the Shell. Exactement. Oui. Et c'est un passage très très connu qui a été d'ailleurs repris dans le dernier film live action. Mal, oui. Mais il m'a toujours marqué parce que la mise en scène est ouf. On voit la ville en arrière-plan derrière, l'action qui se déroule, un combat contre une personne invisible. Les FX de flotte et puis il y a un peu de mise en scène aussi. On voit quand le suspect vient de se fait mettre à terre, on voit brièvement le major invisible qui grésille et il y a son ombre en fait qui est projetée au sol alors qu'elle est invisible. Mais ça c'est super cool. Ils ont vraiment réussi le truc
Au début, c'est le autre gars qui est invisible et c'est elle, une fois Ouais, qu'elle ouais, décide c'est de ça. s'en mêler, en fait, elle lui Mais pète la gueule. il y a quoi. la symbolique du fait qu'elle est invisible, mais il y a son nom qui est projeté, qui est un peu cette symbolique du ghost. C'est vraiment super. Après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc on a dit que le film était beau, les dessins des personnages sont beaux, mais les environnements, ils sont criblés de détails, c'est magnifique. Justement, juste avant ce passage de combat là, quand ils sont à travers le marché, la mise en scène, juste avant, t'as toute la course poursuite en bagnole, après t'as le marché, et juste avant qu'il se retrouve sur cette étendue d'eau, t'as un passage où on suit le mec qui se fait poursuivre, qui erre juste dans les canaux abandonnés. Et là, les décors sont magnifiques. Et le rythme aussi, d'un coup, on passe de la fusillade en plein marché, un truc très calme avant le après, le on climax. de la tension quand tu comprends qu'il y a peut-être le Major qui est avec lui, et après, il s'en prend plein les dents. Et quand elle se bat contre le suspect, il y a des moments où donc elle l'a en emprise et en fait on ne voit pas ses mains. En fait on voit juste son poignet qui se casse d'un coup. Ou bien qui se disloque, ça fait super quand mal, il se fait balancer par-dessus elle, mais elle est invisible et du coup il y a tout un effet de balance d'animation. Mais c'est super mal travaillé alors parce qu'elle est invisible. Il n'y a aucun moment où tu te demandes où elle est. Si tu sais en fait dans la gestuelle où est-ce qu'elle est alors qu'on la voit pas. C'est de la belle anime ça. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont animé en rough et après ils l'ont effacé? C'est possible. Ils l'ont pas mis dans le genre elle est peut-être en je pense que oui, mais ouais. c'est comme ça que dans Hotel Transylvania, j'ai des copains qui ont bossé dessus. Le personnage, l'homme invisible, vous savez, c'est que des lunettes qui flottent. Mais ils animent tout le truc. Ils animent tout le truc. Ouais. Bah oui. Putain. Enfin, ils animent brièvement tout le truc. Après, ils animent une body make-up. Parce que, à mon avis, quand ils ont fait l'anime, l'anime, il y avait le Major sur un layer et puis ils ont animé avec. Et ensuite, ils ont viré ce layer. C'est ça, ouais. Putain, j'aimerais bien voir ça, les refs de l'époque. C'est trop cool. Ok. À vérifier, parce que c'est juste une supposition. Oui, probablement. Je pense que mais ça serait le plus intelligent pour que ce soit le plus crédible. Oui. Vu comment c'est bien fait. Ou alors c'est juste notre cerveau qui recrée l'illusion de. Ou l'animateur est super une tronche en fait en animation. Voilà. Okay. Bah, c'est parti. Alors, on n'a plus de munitions ? Du plaisir dans vos oreilles. Je pense qu'il en a pris plein les dents. C'est clair. Beaucoup les dents. Aïe. Si vous avez envie d'aller pisser, c'est normal. maintenant. On vous fait une pause. Et on reprend. Sacha. Oui. C'est quoi ton coup de génie? Ah oui, c'est vrai. Le truc qui m'a beaucoup touché dans ce deuxième visionnage, c'est C'était la... mon père. Pardon. Waouh, nice. Sale. Waouh. Je sais pas comment je vais enchaîner avec ça. La fin, là. Le truc qui m'a marqué dans cette second visionnage de Ghost in the Shell, donc je disais, c'était toute la thématique de à partir de quand on peut considérer qu'on est un humain, à partir de quand on a des prothèses, on peut considérer qu'on n'est plus un humain, et notamment le fait que le Major se pose beaucoup la question parce que son corps est à 99% du métal et de la technologie. Il y a plein de séquences qui m'avaient marqué, notamment celle juste avant celle que j'ai choisie qui est dans le bateau. Mais celle que j'ai choisie, c'est donc dans l'ascenseur juste après qu'ils aient dans le sas, ouais. récupéré l'interprète qui s'est fait pirater par un hacker et où elle, plutôt que d'être à fond dans l'enquête, est en train de se demander mais en fait je sais même pas si j'ai des cellules humaines en moi et si ça se trouve en fait je suis juste un robot qui croit qu'il est humain. Surtout que juste avant on a eu l'interrogation d'un suspect et on s'est rendu compte qu'il avait été hacké et que toute sa vie a été un mensonge parce qu'il s'était fait mettre des simulations. Il se reconnaît pas là. Ça a failli être mon coup de génie parce que tu te rends compte à quel point quand il montre la photo là, c'est ça, la technologie elle peut être quand il se reconnaît pas tu fais oh putain. Mais c'est deux éléments qui amènent ce dialogue du Major qui c'est super intéressant, où tu vois un humain qui s'est fait pirater et où tu vois à quel point, parce que l'interprète qui s'est fait hacker, elle a le cerveau complètement ouvert sur la table et c'est un cerveau mécanique.
et où tu te rends compte que en fait il y a plus trop d'humains dans les humains, et du coup ça construit la réflexion qui devient super légitime de la Major en mode mais en fait est-ce que moi je suis vraiment un humain encore ou pas? Mais après parce que c'est juste parce que les gens me sur le bateau ce qui m'avait j'ai retrouvé, pardon, excusez-moi, moi j'avais hésité pas avec le coup du le mec qui se fait hacker, il y a le bateau qui a à peu près le même genre de réflexion, mais il y a un plan très court dans le bateau qui m'a super touché, qui avait failli être mon autre point, c'est alors qu'elle sort de l'eau et qu'elle s'est baignée, elle se déshabille pour se changer et son partenaire Boto, je sais plus comment il s'appelle, il détourne le regard. Et j'avais trouvé ça super beau dans la mise en scène parce qu'elle est censée être un robot, elle est pas censée être une humaine. Et ce genre de respect, tu l'as pas pour sachant pour ton grille-pain ou ton mixeur, tu l'as pour les humains. Il est lui aussi il est énormément cybernétique. Ouais. Du coup, c'est deux cyborgs qui se donnent le respect que normalement des humains se donnent. Et du coup, ça faisait vachement écho après la scène dans l'ascenseur où ils se demandent tous les deux, mais en fait. Est-ce que juste tout le monde nous fait pas croire qu'on est des humains mais qu'on l'est pas du tout? La Major se demande, l'autre gars il en est pas à ce niveau de réflexion encore. Il y a des pauses, non oui il lui dit que c'est n'importe quoi, mais il y a des pauses dans son dialogue que moi j'avais la sensation que lui aussi était en train de se poser la question, mais lui il élude plus vite la question en mode mais non c'est des conneries. Mais toutes les conversations entre ces deux personnages elles sont super cool parce que c'est ça qui sert un peu d'exposition et que moi j'aurais aimé en voir plus, mais que du coup peut-être le film aurait été trop long. Mais qui est mixé aussi avec... En fait, le problème, c'est que le montage est tellement d'assa, puis après, t'as un autre truc qui est complètement différent, qui n'a rien à voir, qui te remet dans l'histoire principale, et j'étais là... Attends, j'ai pas fini de réfléchir à ce qu'ils ont dit avant. Et là, il y a un gars, il tape avec 8 mains sur un clavier pour hacker un truc, j'ai pas compris ce que c'était. Donc, un point intéressant, c'est que dans le film, il y a aussi un personnage de leur équipe qui est à 100% humain et qui fait un peu la balance dans cette équipe et qui est d'ailleurs aussi très symbolique parce qu'il refuse d'utiliser des armes modernes. Il a son vieux flingue. Il m'a fait penser au personnage de... comment il s'appelle, Descartes dans Blade Runner. Oui, exactement. Ouais. Ils en parlent dans le manga que j'ai lu un peu, comme quoi ils l'ont recruté parce qu'en fait, comme il n'est pas cybernétique, il se fait moins vite détecté par tous les autres agences d'espionnage parce qu'il a rien à se faire hacker. En fait. Et puis ils mentionnent vite fait au début du film pourquoi il a été recruté. Mais par contre, il se fait bolosser pendant tout le film. On se fout de sa gueule parce qu'il n'utilise pas le bon flingue, il se fait voler sa voiture par le Major. Techniquement, il est quand même moins efficace que les autres membres qui sont tous des robots, du coup c'est facile de le bolosser. Ouais. Voilà, du coup, l'ascenseur, et est-ce que c'est des humains ou pas des humains, des cyborgs? C'est parti! Ce qui te tracasse encore. C'est ce robot. Est-ce que tu trouves qu'il me ressemble? Bien sûr que non. Attention, je ne parle pas physiquement. Mais comment alors? Je ne sais pas, mais tu vois, nous, les cyborgs, on a une tendance à la paranoïa au sujet de nos origines. Parfois, je doute réellement d'être moi-même. C'est comme si j'étais morte il y a longtemps et que quelqu'un ait pris mon cerveau et l'ait implanté dans ce corps. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de moi, que je suis entièrement synthétique, comme cette affreuse chose. Ton enveloppe en titane abrite des cellules humaines, Kusanagi. On te traite comme les autres humains, alors n'exagère pas. Mais justement, il n'y a que cela qui me donne l'impression d'être un humain. La façon dont je suis traitée. Je veux dire, qui sait ce qu'il y a dans nos têtes? Tu as déjà vu ton propre cerveau? On dirait que c'est ton ghost que tu remets en question, là. Et si un cybercerveau pouvait tout seul générer son ghost, créer sa propre âme, tu te rends compte Olivier faisait une très bonne réflexion sur le fait que dans cette partie-là, dans tous les actings, elle bouge pas beaucoup les lèvres et tout. C'est ça. On en abordera aussi un petit peu avec le point de Sacha, mais dans tout le film, le Major est très stoïque. Elle blinque pas. Elle blinque pas, elle éprouve assez peu elle montre pas beaucoup d'émotions. Économie de moyens. Et c'est là où c'est une volonté. Non, ils avaient pas de thunes. Et c'était tout pour les FX et les séquences d'action. Mais c'est là où je trouve que le doublage français, il est très bon, mais il surjoue un peu des fois. Il surjoue un peu. Elle donne beaucoup d'émotions en fait à la voix, alors que dans l'image, ça bouge pas beaucoup. Mais c'est trop bien parce qu'ils ont voulu lui donner un aspect de poupée avec des grands yeux qui blinkent pas, et je trouve que ça marche très bien. Après, c'est un peu le mal de tous les animés, je trouve, quand on les regarde en français, même des mangas ou des animés qu'on regarde en série, la voix française, des fois, elle va faire des choses grandiloquentes. Il y a des animés où ça marche moi, très bien. Je trouve que justement, les doublages japonais, ils sont souvent très dramatiques, over-dramatiques des fois. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, si tu prends, je vais prendre un manga que tout le monde connaît, classique, Death Note, il y a des moments où il a des envolées dans le doublage, et lui, visuellement, il est juste en train d'écrire. Genre le moment où ça fait je prends une chips et je la mange, il est juste en train d'écrire. Je pense pas que ça vient du doublage, je pense que ça vient juste de la façon dont c'est écrit les animés où c'est toujours over the top. Pas toujours, mais beaucoup, tu sais. Enfin, moi je sais que ça me dérange dans pas mal de trucs, c'est pour ça que Death Note j'y arrive pas du tout à regarder, parce que le gars il écrit un truc sur un carnet,
gueule et je fais calme-toi. Mais après, c'est quelque chose de bien parce que souvent, quand je vais voir un animé, je vais soit le voir en japonais pour avoir les voix originales et donc l'intonation voulue, soit en français parce qu'on a quand même une culture du doublage bien. Ouais. Et en anglais, par contre, je vais éviter à tout prix. Ouais, en anglais, même ce qui est pas animé mais animation japonaise, les Shiro, je sais pas, par exemple, si vous avez vu Shiro en anglais, c'est dégueulasse. Hein. J'ai toujours vu qu'en français. Ouais, je l'ai vu en anglais une fois, en japonais. Plus jamais. Je l'ai pas vu. C'est vrai? C'est très cool, Shiro. Le voyage de Shiro? Oui. Ah non, si, mais je le trouvais chiant à mourir. C'est vrai? On en reparlera une autre fois. On était quand même sur ta séquence, Sacha. Oui. Si tu veux dire il avait fini, hein, c'est la séquence de Jean là. C'est vrai, c'est la Jean. Et Jean, c'est quoi ton point? C'est quoi ton compte Jenny? Génie. Ouais, qu'est-ce que c'est déjà? Oui, alors oui, moi ça intervient vraiment à la fin du film. Merci Olivier. Et donc il y a le Major qui a retrouvé comment ça s'appelle, Puppet Master, qui s'est incarné en fait, qui vend pas vraiment le marionnettiste. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le marionnettiste, ça va l'appeler comme ça. Mais même en français, il l'appelle Puppet Master. Et ils le mettent. Ah oui, c'est téléchargé dans un corps de robot c'est fabriqué un robot tout seul. Ça, déjà, j'ai trouvé ça ouf. C'est fabriqué un robot tout seul. Bah, c'est surtout que il avait pas de corps de base. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de corps, c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui s'est émancipée toute seule. Ouais, elle s'est émancipée toute seule et elle est allée dans une usine de robots, dans le serveur d'une usine de robots, c'est fabriqué un corps solo et en fait on la retrouve là, elle est à moitié détruite et protégée par un espèce de tank qu'on suppose que le Puppet Master a piraté. Et après... Pas tout à fait. Ah ouais? Ouais, non. J'ai pas compris, il sort d'où ce tank? J'explique ça après dans mon point. D'accord. Ah, le tank? Non, vas-y. En gros, en fait, le Puppet Master, c'est une intelligence artificielle, enfin, qui n'était pas une intelligence à la base, qui a été créée par la section 6. Oui, ça j'ai compris. Et ensuite, quand elle s'émancipe, elle veut se libérer de la section 6, et c'est pour ça qu'elle crée un robot pour arriver dans les mains de la section 9. Oui. Et pour entrer en contact avec le Major. Oui. Et en fait, c'est elle qui crée le robot, c'est l'intelligence artificielle qui c'est ça. démarre le processus de création. C'est ça, mais sauf que la section 6, elle veut récupérer le Puppet Master. Oui, ça, et donc c'est là où elle se fait récupérer. Et c'est la section 6 qui contrôle le robot parce qu'ils veulent garder le Puppet Master. Ah, qui contrôle le tank. Oui. À quel moment vous expliquez ça? Parce qu'en fait, le Puppet Master s'est fait récupérer par un commando de la section 6. Et ensuite, le Major poursuit le commando. Et c'est là où ils arrivent dans le vieux. Ça, c'est parce que sur un plan, vraiment en haut à gauche de l'écran, il y a écrit section 6 sur le tank, sur un tatouage. Non, mais alors, c'est normal, c'est la première fois que tu le vois. Mais c'est assez bordélique, mais c'est comme ça en fait. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il se bat contre le tank, c'est pour récupérer le Puppet Master qui est sous la garde de la section 6 pour l'instant. Ah, d'accord, donc c'est un gars de la section 6, c'est pas un autre cyborg qui est le gars piraté. Non, c'est un gars de la section 6. Et c'est ça aussi, les hélicos à la fin qui arrivent, c'est la section 6. Anyway. Ils en arrivent là, ils se battent, le tank est détruit, le gars qui le gardait se fait zigouiller la gueule. Et en fait, il va connecter, parce que depuis le début, en fait, le Major veut se connecter au Puppet Master pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans sa tête. Donc elle veut rentrer, ils appellent ça plonger, dans l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre. Le problème, c'est qu'évidemment, ça va pas se passer comme ça. Elle a plus de corps, en fait, à ce moment-là, les jambes, les bras, tout découpés parce que le tank l'a défoncé. Et ils sont connectés les deux. Et au final, c'est le Puppet Master qui va prendre le contrôle un peu du Major. Et c'est trop bien parce qu'elle va parler. Donc le Puppet Master va parler avec la voix du Major à travers son corps et inversement. Ils vont être chacun dans le corps l'un de l'autre et ils vont partager un peu le même cerveau. C'est trop cool. Il y a plein de moments super cool. Donc déjà, j'adore parce que c'est là où on a toute l'explication de putain, qu'est-ce qui se passe dans ce film. Oui. Donc j'étais un peu moins perdu. T'as le côté IA qui se revendique vivante. Le ghost, on comprend plus ou moins que c'est l'âme ou l'esprit. Qui s'est créé lui-même de toute pièce un ghost, en fait, comme on a vu avec l'autre gars qui s'est fait créer une vie de toute pièce, en fait. Ça m'a fait penser aussi un peu à Westworld. Je sais pas si vous avez vu la série. J'ai vu que la saison 1. Ah non, j'ai pas vu. C'est très cool. J'ai vu quelques épisodes. Il y a plein de trucs trop cool avec la mise en scène, donc l'échange des voix, et aussi on a plein de plans à travers les yeux des cyborgs et c'est déformé. Il y a des espèces de lentilles déformantes et avec un filtre, comme si on voyait vraiment avec la fisheye, ouais. C'est super cool parce que même dans la version remaster, ils ont laissé ce côté un peu fisheye vieux et un peu yeux cybernétiques. Et on voit... je sais jamais comment il s'appelle, Bateau. Son coéquipier, on va dire. Son coéquipier. Je crois que c'est Boto. Batman. Batman, il est là, il regarde et avec ses yeux là, il a des yeux tout ronds géniaux là, et il peut rien faire en fait. Et d'ailleurs, pendant il se fait hacker. Ouais. Oui, il se fait hacker. Pendant un moment, j'étais là, débranche là du con là. Le gars, il a dit, il fait, je te vois plus, je peux plus rien faire, je te vois il plus essaye, rien. Il essaie, et c'est au moment où il essaie de la débrancher, mais il met son temps quand même, mais il essaie de la débrancher, il se fait hacker, il peut plus bouger le bras et tout, c'est trop cool. Tu vois la tension, les veines, l'animation, elle est tellement bien à ce moment-là. C'est justement, en termes d'animation, on voit les veines et tout ça, c'est quand elle essaie d'ouvrir le tank et c'est là où elle s'explose, et là, tu vois le dos qui. Ah ouais, t'as toutes les blusques qui se tendent, c'est dégueulasse, en même temps, c'est tellement bien fait et tout.
Mais ça, c'est super cool. Et à la fin, après, elle se fait tirer dessus donc, par la section 6, du coup, je suppose. Oui. Et, mais l'autre arrive à la sauver et tout. Puis il y a un échange de corps encore à la fin. Ils fusionnent. C'est là aussi la fin du film est vraiment truc excellente. que j'aimerais en parler, mais alors je sais pas si on va avoir ce point-là ou si on l'aborde maintenant. Bah, c'est juste ce qui se passe pendant ce moment-là et la fin, en fait, la symbolique de la fin. Bah, on peut en parler maintenant. Hein. Ok. En fait, il fusionne parce que ce qu'il veut, le Puppet Master, c'est créer une nouvelle forme de vie Ça, c'est en fusionnant. D'accord. Ah bon, ça, j'en parle après dans la philosophie. Alors, philosophie. Mais tu pourras rebondir là-dessus, parce que je vais expliquer la base du truc. Ok, on peut écouter l'extrait qui est très très bien. Je me considère comme une forme de vie car je suis sensitif et je suis personnellement capable de reconnaître ma propre existence. Mais dans mon état actuel, je suis encore incomplet. Il me manque les processus de base inhérents à tout organisme vivant, les processus de reproduction et de mort. Mais vous pouvez vous copier? En se copiant, mon système va s'agrandir. Mais un simple virus pourrait le détruire en entier, quel que soit son degré de complexité. Les copies n'ont par définition aucune variété, aucune originalité. Or, la vie se perpétue par la diversité, y compris même par la capacité à se sacrifier si besoin est. Les cellules répètent les processus de dégénération et de régénération jusqu'au jour où elles meurent, et en mourant, elles effacent tout un secteur de la mémoire. Seuls les gènes restent. Pourquoi ce cycle se répète-t-il? Pour survivre, en dépit des faiblesses d'un système immuable. Le doubleur du Puppet Master, je ne l'ai pas trouvé dans l'intro, mais je vais le retrouver parce qu'il est vraiment super cool. C'est Batou. C'est Batou, c'est pas Batou, c'est pas Boto, c'est pas... Enfin, pas le doubleur, le personnage qu'on avait oublié. Le personnage, oui. Merci Sacha. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah non. Il est bien ce film. Oui, ok, ça on a compris. On peut passer à la potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Robin, c'est toi qui vas nous parler de la philosophie du film. C'est parti. Alors, oui, moi je vais vous parler de la philosophie du film comme dit. Alors, où sont mes notes? Elles sont là. Accrochez-vous à vos slips. Bah, ça va être un peu long, mais ça va pas être très compliqué. Enfin, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Alors, on va parler philo. Il y a un tas de vidéos. Alors, juste disclaimer, il y a un tas de vidéos, de forums et de sites qui parlent de ça bien mieux que moi. J'ai juste rassemblé beaucoup d'informations. Moi, j'ai trouvé un article en néerlandais. Tu lis le néerlandais? Bah non, du coup. Ah, ok. Bah, comment tu sais que ça parlait de ça? Ah, parce que j'ai cherché Ghost in the Shell explication et que c'était le titre Ghost in the Shell néerlandais explication. Ok. Donc moi, je me suis juste permis de vous faire un petit résumé, juste pour aborder la surface du sujet, mais sachez que si vous voulez vous renseigner, il y a beaucoup plus de matière. On est animateur, après. Voilà, bon. Ah ouais, t'es pas philosophe. Bon, alors, je vais juste refaire le résumé. Donc bon, déjà, de quoi ça parle Ghost in the Shell? Donc sommairement, ça se passe en 2029, futur cyberpunk, Internet dirige l'univers et les intelligences artificielles sont plus fortes que les intelligences humaines. On a déjà fait ça, Robin. Oui, je sais bien. On retrouve, obligé de donner ton avis après. On retrouve Motoku qui est chargé d'arrêter les cybercriminels dans le film et il s'agit du Puppet Master. Moi, mon passage préféré, c'était le générique. Non, pas du tout. Donc, Motoku, elle a une apparence humaine, mais c'est juste une apparence. La seule partie humaine qui lui reste, c'est son cerveau. Tout le reste de son corps est robotique ou en prothèse. On n'est même pas sûr de ça. On n'est même pas sûr de ça. Mais tout ce qui reste de son corps, c'est donc robotique ou c'est des prothèses améliorées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est considérée comme humaine, car elle a gardé son cerveau et elle reste humaine grâce à son ghost. Je expliquerai le ghost juste après. En face, grâce à son gosse. Non, grâce à son ghost. En face, donc, il y a le Puppet Master. Et en fait, jusqu'à ce qu'on nous le montre, on s'attend à avoir un humain super intelligent ou une intelligence humaine. Et c'est ça aussi, c'est là que le film il nous attrape, c'est que c'est en fait une intelligence artificielle. Donc c'est vraiment déjà, quand on le voit, on fait « Oh putain, c'est pas un humain en fait, c'est une intelligence artificielle ». Donc qu'est-ce qui oppose fondamentalement ces deux personnages? Il y en a un qui est emprisonné dans son corps et l'autre qui est à la recherche d'un corps et qui est juste un esprit. Donc tout à l'heure, je parlais du ghost. Qu'est-ce que c'est le ghost? Eh bien, j'ai fait pas mal de recherches. Et pour être sûr de ne pas me tromper et de ne pas vous raconter de la merde. Ça veut dire fantôme en anglais. Et ça veut dire fantôme en anglais. En fait, à mon premier visionnage, moi, je pensais que c'était la... Podcast de qualité. Oui. À mon premier visionnage, moi, je pensais que c'était la conscience ou l'âme. Et j'avais à moitié raison. En fait, le ghost, c'est la conscience individuelle, peu importe le corps. Donc là, on arrive à deux choses fondamentales qui caractérisent tout être vivant, le corps et l'esprit. Et voilà le point philo. Peut-on séparer le corps de l'esprit? Vous avez 4 heures. Ça, c'était l'intro. Ça, c'était l'intro, oui. Bah oui, regarde Ghost in the Shell, voilà. Pourquoi t'as été chercher mon sujet de bac, là? Peut-on séparer le corps de l'esprit? Vous avez 4 heures. Oui, dans Coco. Ok. Autrement dit,
Autrement dit, comment on définit notre identité. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé que Ghost in the Shell s'est inspiré d'un livre de Arthur Koestler, le bien connu, The Ghost in the Machine, lui-même écrit grâce aux recherches et aux pensées de Gilbert Ryle, la notion de l'esprit. De ses œuvres sort le concept philosophique du dualisme cartésien. Petite définition. Le dualisme cartésien désigne la conception philosophique de Descartes concernant le rapport entre le corps et l'esprit. Descartes reconnaît l'existence de deux types de substances, l'esprit ou l'âme et le corps. Donc, comme dit, le corps et l'esprit, c'est deux simples substances, c'est-à-dire des choses n'ayant aucunement besoin d'autre chose pour exister. Elles se suffisent à elles-mêmes. Je crois qu'il y a Sacha qui s'endort. J'ai l'impression d'être de retour au lycée. C'est ça. Donc le corps et l'âme existent indépendamment l'une de l'autre et ils sont radicalement différents. Et ça me fait vraiment pas plaisir de replonger dans mes années lycée. La nature de l'esprit, c'est d'être conscient. Bon voilà, maintenant qu'on a fini les notions de définition chiantes mais nécessaires, que pasa en la película? Qu'est-ce qui se passe dans le film? Il fallait que je désamorce un peu le sérieux de cette rubrique, je suis désolé. Eh bien... Du coup, qui l'a regardé en espagnol? Je suis chaud d'un coup là. Alors, petite anecdote qui a rien à voir, moi j'ai vu Men in Black en espagnol. Ça n'a rien à voir, il y a un doubleur. Non, t'as vu aussi Le Roi et l'Oiseau en espagnol. Non, sous-titré espagnol. Oui, sous-titré espagnol, mais j'ai vu Men in Black doublé espagnol, il y a un doubleur. Pour tout le film? Tout le film, il y a un doubleur et en fait, c'est de redoubler par-dessus la VF. Ah, il est super fort. Comme un documentaire, on entend la VF. T'es sûr derrière. que t'as vu la bonne version? Ouais. Ah, bah, c'était la version DivX espagnole. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le film? En fait, c'est simple. Tout ce que je viens de prendre le temps de vous expliquer, pour que vous ayez les bonnes notions, c'est poubelle. En fait, pas tout à fait. Disons que, donc dans le film, l'esprit est limité par les sensations du corps, et cette limite empêche l'élévation spirituelle de l'esprit. Donc, pour le Puppet Master, ces limites, elles sont intéressantes. Tu as perdu Sacha. J'ai vu que tu es en train de me perdre un peu en fait. Ah ok. Mais pour le Puppet Master, en fait, ces limites, elles sont intéressantes. Les limites, c'est comme la mort, le cycle de la vie, la régénération des cellules. C'est les limites que le corps prodigue. Donc, les besoins, ça manger, permet dormir, la boire. diversité des individus et donc la multiplicité des formes d'esprit. De fait, de l'espèce s'enrichit et s'évolue. Et donc, le corps a besoin de l'esprit et vice-versa. C'est ce qu'il dit, il cherche la mortalité en fait. Et l'évolution de son statut. Désolé si c'était pas clair, j'ai essayé de faire au plus clair possible, mais c'est des notions de philo, c'est le bordel. C'était très clair, c'était très clair. C'est juste, ça me faisait penser à plein d'autres œuvres en fait. J'ai essayé de regarder Carbone il y a pas longtemps. Non, mais de toute façon, dès que tu pars dans le cyberpunk, de tout ce qui est intelligence artificielle, ça part dans tout ça. C'est toujours la même histoire. On nous revend les mêmes trucs. Lisez la Bible, il y a tout dedans. Et du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Non, moi je voulais parler aussi de la fin. C'était mon point, mais vas-y, tu peux enchaîner sur la fin. Et moi, du coup, ce que je voulais parler, c'était à la fin. Donc, le but du Puppet Master, c'est de fusionner avec le Major pour accéder à justement cette mortalité et cette évolution. Et il y a toute une symbolique à partir du moment où ils se font fusiller, donc il reste que la tête du Major. Et donc Batou va lui trouver un corps au marché noir, qui est un corps d'enfant. Et qui est c'est bien glauque d'ailleurs. C'est super glauque. Alors c'est super glauque. Et dans le scénario, il dit que c'est le seul corps qu'il a trouvé, mais en termes de symbolique, ça représente que c'est une nouvelle vie, un enfant de ce qui est l'union de. Comme ça, là. Ouais, c'est leur gosse. Ah ouais, bon, ok, les fringues, oui, mais. Bon, alors, Japon, j'ai envie de dire. C'est leur enfant à eux. Et ça fait un peu penser aux poupées de cire des années 70, quoi. Le plus perturbant, je trouve, c'est au début, elle parle avec une voix d'enfant et ensuite elle reprend sa voix. Vrai. En tout cas, en japonais, c'est comme ça. Ils font un truc avec la voix en français. En français, ouais, c'est la même actrice, mais elle prend une voix un peu plus jeune. Elle change un peu sa voix. Ouais. Ok, merci pour ce point philo, double point philo. Ouais, je suis désolé d'avoir été aussi brouillon. Si vous avez lâché l'affaire à l'écoute, je suis désolé. Je pense qu'on fera du montage un peu pour. Oui, c'est clair, mais après, voilà, je ne reste qu'animateur. Hein. C'est intéressant, mais moi j'étais perdu parce que le film m'a perdu un peu. Sacha, tu veux enchaîner ou j'enchaîne? D'accord, j'enchaîne. On va dire que Jean, tu enchaînes. Ok. Moi, je veux juste vous parler très rapidement des influences du film et du manga, parce que Blade Runner... Ghost in the Shell, donc le film est sorti en 95. Je vais y arriver. Ghost in the Shell, le film est sorti en 95. Le manga a commencé à apparaître en 89. Avant ça, il y a eu quand même d'autres auteurs qui se sont penchés sur ces questions-là. Donc Robin a parlé des philosophes, Descartes, tout ça, et les autres que tu as nommés dont j'ai oublié le nom. C'est pas des auteurs. Il y a Gilbert Ryle et Arthur Koestler. Okay. Merci. Et du coup, moi, je vais vous parler plus des auteurs de côté science-fiction. Donc, on va commencer par parler de Mr. Isaac Asimov, himself. Qui ça
On va avoir des infos qui vont se recouper avec mon C'est point. ça. Oui, alors du coup, et si vous n'avez pas lu Les Robots, par exemple, tout le film et toute l'histoire de Ghost in the Shell, c'est vraiment inspiré de l'œuvre d'Asimov le cycle des robots. Tout le cycle des robots, mais Attends, notamment... on peut introduire vite fait Isaac Asimov. Isaac Asimov, écrivain de science-fiction, astrophysicien... Ouais, genre le daron de la science-fiction. Le daron un peu de la science-fiction, exactement. Donc tout ce que vous pouvez lire de science-fiction, dites-vous que ça va de tout, de Blade Runner à Star Wars à tout, il y a du Asimov, partout. Voilà. Et Blade Runner aussi, donc inspiré donc le film du roman, mais aussi du film au niveau visuel. Je trouve que la ville, notamment, elle est très inspirée de l'esthétique qu'on a dans Blade Runner, le vieux de 75, si je dis pas de bêtises. Là où par exemple le Blade Runner plus récent. Le film, tu parles? Le film de 84. Non, 82. 82, ok, d'accord, c'est plus récent que ce que je pensais. Et le nouveau film, là, le 2049, je crois, Blade Runner 2049, il est plus dans une esthétique science-fiction moderne où tout est en néon et il y a des teintes jaunes, mais c'est plus épuré, ouais. En parlant d'épuré, il y a Westworld. Donc Westworld, c'est un vieux film, 73, donc qui a pas mal inspiré, et aussi il y avait un bouquin, je crois, et qui a inspiré aussi Ghost in the Shell. Il y a quelqu'un qui les a vus, les vieux, ou pas? Alors, le vieux film, je l'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu la série. Ouais. Et c'est ce qui est drôle parce que du coup, le vieux film Westworld a influencé Ghost in the Shell, qui à son tour a influencé la série. Parce que le générique de Westworld, c'est la création d'un robot. Ouais. C'est exactement ça. Et t'as tout le côté aussi, le design des robots aussi, qui est pareil, qui sont très humains à l'intérieur, en fait. Une sorte de patte aussi qui crée l'intérieur du robot. Ouais. C'est assez cool. Comme source que j'ai pas lu, mais qui paraît que c'est bien, William Gibson, le neuromancien. Oui, j'allais en parler. Ah bah oui, c'est le papa fondateur de Cyberpunk. 84, exactement. Et aussi, un des personnages, moi, le Puppet Master me fait penser au personnage de Daniel dans Fondation, aussi d'Asimov. Personnage de Daniel, le robot. Je veux pas spoiler les gens qui n'ont pas lu Fondation, en fait. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça, j'avais, tu vois qui c'est. Okay. C'est un robot dans Fondation. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu, je me souviens plus. Ouais. Moi, je pense qu'il a raison. Toi, tu les as pas spoilés. Je veux pas spoiler. Donc voilà, c'est beaucoup d'influence avant, et ce qui est marrant, c'est que ça a eu beaucoup d'influence avant, mais ça a gagné un statut culte, Ghost in the Shell, qui est mérité, et qui a influencé ensuite beaucoup d'œuvres après. Donc voilà. Je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Akira. Oui, j'ai pas parlé d'Akira parce que je voulais plus parler de littérature. D'accord. Mais sachant que Akira, c'est de la littérature aussi à la base, c'est le manga qui date de. Je suis moins calé en manga. Du coup, on enchaîne sur le point d'Olivier. Enchaînons sur le point d'Olivier. Oui, alors très bien. Je préserve pour la fin. Ok. Sorry. Ou pas. Donc oui, je vais vous parler un peu du cyberpunk. Alors pareil, ça va être assez. Un genre de assez léger. Oui, non, mais exactement. Mais surtout que je suis pas un jeu vidéo je qui suis sort, pas qui est sorti. Ta gueule. Je suis pas un spécialiste, donc je vais rester. Pas de vulgarité dans ce podcast, hein. Dans ce quoi? Vous avez très bien compris. C'était pour voir si vous suiviez. Je crois qu'Olivier veut parler en fait. Non, je vais partir là. Dis-moi tout, Olivier. Du coup, cyberpunk, donc comment décrire ça? Un sous-genre de la science-fiction qu'on connaît de pas mal ces dernières années, notamment avec les films comme Blade Runner 2049 et puis le jeu qui est en train de sortir, Cyberpunk 2077. 2077. Ouais, ça. En fait, pour le Cyberpunk, il faut toujours mettre une date qui commence par 2-0. Ouais. Voilà. Enfin, sauf quand on aura passé le millénaire. Non, pas du tout. Non. Mais donc, en gros, ça représente une société post-moderne, futuriste, dystopique, parfois nihiliste, qui est inspiré de tout ce qui est hard-boiled détective, les films un peu dans ce genre-là. Et donc c'est un style de littérature aussi qui était, dont la genèse remonte plus dans les années 60-70, quand il y a eu la New Wave de science-fiction qui a été vachement poussée par Michael Moorcock, qui est un écrivain anglais, qui est notamment connu pour le cycle d'Elric. Et fun fact... c'est de la fantasy, ça? Oui. Ah, donc il a écrit de la fantasy et de la SF. Mais alors, en fait, il est devenu éditeur. De New Wave, New World, je crois. Mais à vérifier, j'ai pas le nom. Okay. Et il a vachement poussé en fait ce style de science-fiction. Et fun fact, il est connu aussi pour avoir écrit pour des groupes de hard rock et metal, notamment Hawkwind et Blue Oyster Cult. Oh, ok. Ouais, voilà. D'accord. Trop cool. Intéressant. Et ensuite, donc on a bien sûr Philippe K. Dick, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est donc le bouquin à la base de Blade Runner, qui est le bouquin a été écrit en 68 et donc le film en 82.
Akira, dont je parlais, qui est le premier film d'animation japonaise représentant le cyberpunk, et le manga qui est sorti quelques années avant, c'était les années 85, il me semble, qui est donc était le premier manga à parler de cyberpunk aussi, et le film était 88. À vérifier. C'est sorti avant Ghost in the Shell. Shell. Oui, c'était le premier, et d'ailleurs un film ouf. Ça, je en parlera plus tard. Et Neuromancer de William Gibson, dont parlait Jean, de 1984. Il y a quelqu'un qui l'a lu ou pas? Non. C'est dans la liste. Dans les cartons, on est d'accord. Ouais. Et bien sûr, on parlait du cycle des robots de 1940 à 1950 à peu près. Et après, il y a tout un tas de pop culture, dont des jeux et autres. Il y a notamment le jeu de rôle Cyberpunk, dont la première édition date de 88. Ouais, c'est vu ça. La reco que j'avais fait, je sais plus quand, Détroit Become Human aussi. Clairement, carrément du cyberpunk. Voilà. Il y a sur le sujet du cyberpunk, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Nexus 6 qui parle de SF, qui a sorti il y a pas longtemps. Alors parce qu'il y a la sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077, mais ils ont fait une vidéo assez fouillée sur le thème du cyberpunk en science-fiction. Si jamais. Et après, on pour vous recommande la recouper, chaîne Nexus 6, pardon, parce que c'est très très cool. D'autres mangas, sinon qui sont dans la veine cyberpunk, il y aura Appleseed, Blame ou encore Gum. Gum, c'est super, j'allais dire. Alita Battle Angel. Ah, c'est ça le du manga de base. J'ai pas vu le film. Le film, encore une fois. Tu vas perdre du temps. Franchement, alors, moi, j'ai passé un bon moment. Il y a des designs sympas, mais après, c'est très hollywoodien quand même derrière. Mais il y a des designs assez sympas, mais c'est pas tout le film qui est comme ça. Donc, il y a des moments sympas, mais pas tout le film est sympa. Moi, je vois ça. C'est clair que c'était pas fou, mais il y avait des bons moments. Ok, d'accord. Merci, Olivier. Merci. Sacha. Bon, je vais continuer à parler littérature. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé littérature ce soir? Quand j'ai vu le film, j'ai pensé à Akira et j'avais lu le manga d'Akira avant de voir le film. Et du coup, je me suis dit, je vais aller regarder le manga de Ghost in the Shell, histoire d'en parler. J'ai pas lu le manga d'Akira. Alors, je préviens tout le monde, j'ai pas lu tout le manga. J'ai à peine fini le premier volume. J'ai juste lu quelques heures pour me mettre dans l'ambiance du manga et faire des infos, et trouver des infos, tout ça. Donc, ce sera sûrement, si je dis des grosses conneries, c'est parce que j'ai pas tout lu. Alors, donc il est écrit et illustré, le premier en 89, comme tu disais, Jean, par un monsieur qui s'appelle Masamune Shiro, pardon pour la prononciation. Et au début, c'était des courtes publications qui sortaient dans un magazine de manga hebdomadaire. Alors, le ton, il est vachement différent de celui du film, puisque c'est beaucoup plus drôle et comique dans le sens où les personnages ont des réactions, des comportements beaucoup plus adolescents. Ils râlent, ils se plaignent, ils se rebellent. Il parle beaucoup plus, au travers du dessin aussi, il y a beaucoup plus d'expressions faciales comiques pour essayer de donner du caractère au personnage. Ça me donne envie de le lire, ça. Franchement, c'est vraiment cool. Le ton est différent. Il faut aussi aimer le style de dessin de l'époque, parce que pareil, ça date des années 80. C'est un style je pense pas que ça me dérange, ça. Personnellement, moi, c'est pas ce que je préfère, mais on s'y fait. Et donc, une des grosses différences, c'est le Major Motoko Kusanagi qui est dans le manga vraiment plus adolescente. Elle a l'air d'être beaucoup plus jeune, elle parle beaucoup, elle se rebelle, elle râle, elle fait de l'humour. Je t'en parlais plus tôt, mais je la trouve vachement plus expressive que dans le film aussi. Elle est beaucoup plus expressive dans le manga et du coup dans le film, mais c'est un parti pris de je sais plus qui, mais c'est un parti pris d'un des membres de l'équipe du film de la rendre beaucoup plus silencieuse, un peu plus vieille et mature et beaucoup plus sage et contemplative que dans le manga. Mais c'est une sacrée différence. Ce qui marche bien au final dans le film. Ce qui marche bien. Dans le manga, le contexte est tout aussi sérieux, malgré le fait que le ton est un peu plus léger. Il y a beaucoup de géopolitique, de contre-espionnage, de piratage, de hacking, de réflexion philosophique, de différences entre les humains et les robots, tout ça. Et les intrigues sont vachement plus... par exemple, ce que tu disais, Jean, sur le fait que tu étais un peu paumé. Alors, le manga, ils prennent plus le temps d'expliquer les liens entre les responsables politiques, les hackers, les enjeux. Ce qui fait du sens, ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser parce qu'un des moments où j'étais vraiment perdu, c'était entre avant et après le générique. Ce qui passe avant le générique, t'as la scène qui est complètement iconique, là où elle saute en mode invisible dans le truc, elle tue quelqu'un, et après ça passe complètement autre chose. Et en fait, le temps qu'on revienne là-dessus, il se passe 40 minutes de film, j'ai rien compris, moi. Mais c'est la narration japonaise aussi qui n'est pas formatée comme on avait surtout aussi les personnages. Ça me dérange pas, mais les personnages qu'on voit dans cette scène d'intro, ils reviennent sur le tapis vraiment très longtemps. C'est vachement plus ancré, ça fait plus de sens dans le manga parce que c'est un lien avec l'intrigue, qui prennent le temps de développer, on comprend qui sont ces gens. Le film, c'est plus porté sur la réflexion philosophique qui sous-tend toutes les histoires d'intrigue du manga
Et du coup, passer un peu vite fait sur les rivalités de disclaimer pour ceux qui veulent le lire, c'est quand même du manga adulte, il y a des passages adultes. Ah oui, je vais y venir, je vais y venir. Voilà, et un truc très intéressant dans le manga, il y a beaucoup de notes de l'auteur dans les marges sur des points de technologie, de sociologie, de politique, de philo et même de réflexion des personnages, des petites notes qui t'expliquent ça marche comme ça, ce personnage il a dit ça à cause de ça, parce que tel contexte. C'est super intéressant parce que ça rend le manga extrêmement documenté, cohérent et on apprend beaucoup de choses. Il y a pas mal de faits de science aussi, très intéressant. La cible du manga, c'est un manga pour adultes. Seinen. Voilà, pour les hommes adultes de 18 à 45 ans. Et du coup, il y a un très fort sous-texte sexuel, pas dans le discours, mais dans l'image, qui crée une ambiance vraiment radicalement différente entre le manga et le film. Ok. Voilà. Il y a du cul, quoi. Il y a pas mal de cul, ouais. Il y a pas mal de cul. Et les designs aussi sont pas exactement les mêmes. Non, c'est encore une fois, c'est du manga qui date des années 80, ça a évolué depuis. Moi, quand j'ai vu les... Petit point, le film est une très bonne adaptation du manga. Il reprend pas toutes les scènes du manga que j'ai lues. J'ai pas tout lu, mais déjà il reprend pas mal de petites scènes. La première séquence du manga et la première séquence du film. L'intro du film avec l'interruption pour le truc semi-diplomatique illégal, c'est le premier strip du manga. Et il y a pas mal de... Tout le truc des éboueurs aussi. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a énormément de pages en couleur, ce qui est assez rare, mais à l'époque ça se faisait beaucoup plus. Et souvent c'est dans les quelques premières pages des volumes en fait. Voilà, et du coup moi je pense que je vais continuer à le lire parce que j'ai envie d'apprendre la suite. Voilà, et oui Robin, pardon. Mais moi je vous parlais des designs, moi quand j'ai vu, parce que je l'ai feuilleté un petit peu le manga, j'ai un petit peu lu des trucs à gauche à droite, quelques pages, j'ai pas tout lu. Déjà j'étais surpris des designs qui étaient vraiment pas les mêmes, et je crois que j'ai préféré quand même un peu ceux du film. Mais surtout, on en a parlé tout à l'heure, mais tu l'as pas abordé, il y a des pages entières qui abordent la création, comment créer un cyborg. Et c'est extrêmement détaillé, extrêmement recherché, et c'est ce qu'on posait la question. Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Ben c'est ça, est-ce que ça vient de lui ou est-ce qu'il y a vraiment une recherche scientifique là-dessus et c'est vraiment tellement détaillé, tellement tu pourrais... dans le manga, c'est écrit comme les notes de l'auteur, c'est ses notes à lui sur... Et je pense qu'il y a une énorme... si on voulait construire la peau d'un... c'est ça serait juste aller sur le côté... D'un cyborg, on pourrait faire comme ça, ses neurones, ça marche comme ça, les muscles, c'est super intéressant. Il y a plein de notes dans tous les sens, c'est très cool. Voilà, super cool. Ouais, c'est trop bien. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter ? Non, on va pouvoir conclure. Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Non, tu sors trop tard. C'est déjà la fin et recommandations s'il vous plaît, Olivier. Ok, alors moi j'ai envie de vous recommander la filmographie de Masaaki Yuasa et plus notamment Mind Game, tout court, et qui est donc un réalisateur japonais et qui est plus récemment connu pour sa série Devilman Crybaby, qui est assez excellente. Il a un style d'animation et graphique assez dingue. Et Mind Game, c'est le premier film que j'ai vu de lui et il est assez bluffant. C'est un ovni en fait. Il y a tellement de styles d'animation différents qui se mélangent là-dedans. Le scénario est complètement fumé et très très intéressant à voir. Et sa filmo, c'est que de l'anime du coup ? Ah ouais, c'est un réalisateur d'animation. Donc il a fait Lou et l'île aux sirènes, Night is Short, Walk on Girl. Et tout un tas d'autres trucs, notamment aussi apparemment des films Digimon que je n'ai pas vus. Comment ça ? Alors en fait, je vais vous expliquer toute la chronologie Digimon. Non, générique Digimon. En vrai, j'en ai pas vu beaucoup de ces films. J'ai vu Mind Game et il faut que je voie les autres. Et la série Devilman aussi est excellente. Mais donc pour ma recommandation, c'est plus Mind Game. Okay. D'accord, ok. Merci. Robin. Moi, je vais recommander un truc qui est connu, mais que j'aime beaucoup de mon petit cœur d'adolescent. C'est Full Metal Alchemist. Oui. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, le mec, il a des prothèses bioniques qui s'appellent Mechagraph ou Automail selon les doublages français. Et en fait, il y a aussi toute cette histoire de recette. On parlait juste avant de faire un cyborg. Lui, c'est une recette pour recréer un homme. Où ça commence, la série ouvre comme ça. Après, il y a un gros débat avec Olivier où moi, j'ai adoré la première adaptation animée
qu'ils ont faites alors que l'écrivain n'avait pas fini de raconter l'histoire. La mangaka n'avait pas fini de raconter l'histoire. Et après, ils ont fait Fullmetal Alchemist Brotherhood qui suit beaucoup plus le manga. Le manga est trop bien, je l'ai lu en entier, mais j'ai pas aimé l'adaptation qu'ils en ont faite de par la réa et la manière dont c'est mis en scène. Le truc, c'est que moi, j'ai commencé par le manga en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai découvert le manga après. Et un truc qui est très intéressant et qui recoupe aussi avec Ghost in the Shell, c'est que ça parle aussi d'âme, d'esprit. C'est ça, c'est d'âme, l'esprit, de mais dans un côté beaucoup plus fantastique. C'est ça. C'est qu'il y a ce côté fantastique avec l'alchimie et tout ça. Donc, foncez les yeux fermés. C'est dramatique. Hein, vous allez en chialer, vous allez en rire. C'est horrible. Il y a des moments qui sont vraiment dégueulasses, notamment. Mon manga préféré. Il m'a lancé dans les mangas. Voilà. Donc, c'est trop bien. Go. Juste go, c'est trop bien. Ok, merci. Sacha ? Moi, j'ai envie de recommander Akira. Pour une raison particulière. Parce que c'est bien. Bah déjà. Alors c'est la base. Cyberpunk dans l'ambiance, mais c'est pas les mêmes réflexions philosophiques que Ghost in the Shell. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec Akira, c'est que le film... Alors j'ai envie de recommander les mangas et le film d'animation qui a été fait un peu après. Parce qu'en fait, c'est la même personne qui a fait les mangas et qui a réalisé le film. Et je trouve ça intéressant à mettre en comparaison avec Ghost in the Shell parce que l'auteur du manga n'est pas la personne qui a réalisé le film. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans Akira, c'est la personne savait que dans son film, il pourrait pas faire l'histoire aussi fouillée et complexe que ce qu'il l'a fait dans le manga, parce que le manga est très long. Et du coup, il a lui-même réécrit son scénario avec une fin, avec pas mal d'éléments assez différents. Et il en a fait un film que c'est lui qui l'a dirigé. Du coup, j'aime beaucoup ce film. Mais il déchire le film. Ah, le film il est trop bien. Là aussi, le manga est trop bien. C'est là où je voulais en venir aussi. C'est au tout début du podcast, c'est que Akira donc prédate Ghost in the Shell, mais en termes d'animation, je le trouve plus abouti en fait. Il est monstrueux. En fait, il y a plus de choses à manger quoi. Attends, j'ai pas compris. Le film d'animé Akira, il arrive avant Ghost in the Shell. Ouais, il date de 88. Ah ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et il est l'animation est monstrueuse. Ah oui, il est incroyable dans tous les sens. Foncez, c'est trop bien. Et lisez le manga en même temps. Et ça, je l'ai pas lu encore. En vrai, ça fait une super expérience de comment tu adaptes une même histoire sur deux supports différents. Et quand tu dis lisez le manga en même temps, c'est-à-dire pour regarder le film avec le manga, tu tournes les pages en même temps. D'accord. Tu fais un flipbook pour avoir en fait, c'est de l'animation, le manga il a écrit comme ça. Exactement. Et t'as les scènes bonus avec. Jean, et toi, Jean, c'est quoi ta recommandation? Je vais vous recommander. Ils sont chiants. Je vais vous recommander deux trucs. Je vais vous recommander déjà de lire Asimov, tout. Oui, voilà. Mais ça, c'est facile. Tu prends, tu lis, tu te poses pas la question. Quand j'ai commencé à lire Asimov, j'avais peur que ça me plaise pas, parce que j'avais pas trop lu science-fiction. Jusqu'ici, ce que j'avais lu m'avait pas forcément plu. Donc, pour les gens qui sont un peu frileux, comme je l'étais, je vous recommande de commencer par des recueils de nouvelles qui sont très cool. Donc, vous avez les robots, qui sont des recueils de nouvelles, mais qui sont pas forcément les plus abordables. Moi, ceux que je vais vous recommander, c'est c'est Cher Jupiter et Les Vents du Changement, qui sont des nouvelles un peu plus variées, qui vont de début de sa carrière à la fin. Et où il y a beaucoup d'humour. Et les gens ne savent pas forcément ça si vous ne connaissez pas Asimov, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Ah ouais. Oui, à ce propos, sur YouTube, on peut voir une masterclass qu'il a donnée il n'y a pas très longtemps, et c'est excellent. Il y a plein d'humour dedans, il parle de comment il perçoit le futur, comment il pense que la société va évoluer. Et c'est assez bluffant aussi parce qu'il a raison. Enfin, il y a des choses dont il a parlé et qui se passent vraiment. Ok. Un petit peu comme 1984. Donc peut-être pas à ce point-là, mais c'est juste, en fait, cherchez juste Asimov sur YouTube et vous allez tomber sur des interviews de lui ou des masterclass et c'est des conférences et c'est bluffant. Et le deuxième truc que je vais vous recommander, c'est une série de jeux vidéo. C'est la série de jeux vidéo Deus Ex, puisque ça rentre vraiment dans le thème du cyberpunk. Ah ouais, c'est complètement ça, oui. Et c'est un peu les mêmes... pas tout à fait les mêmes problématiques, c'est des histoires de prothèses robotiques et d'acceptation de est-ce que t'es encore humain si t'es complètement en prothèse. Transhumanisme. Voilà, c'est du transhumanisme. Et le personnage principal est très cool, c'est un flic et c'est un peu le Robocop aussi, si vous aimez ça. Et le jeu est très très cool, il y a 3 épisodes. Le premier est assez mal vieilli malheureusement, mais donc Human Revolution et Mankind Divided, qui sont les 2 derniers de la trilogie, sont à faire absolument. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, la prochaine fois, on vous parlera de Panique au village et ce sera le dernier épisode de la saison. Oh non. Tristesse. Préparez donc vos mouchoirs. Merci de nous avoir écoutés en tout cas et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous. Bisous. Bye.